Le drame du 17 octobre 1961, dont la trace est ce bombage sur un quai de Seine, ici on noie les Algériens, renvoie à ce qui est une immense part d'ombre de notre histoire, qui a mis à l'épreuve le journalisme, la presse, la liberté, la démocratie. Pour le faire comprendre, je voudrais partir d'une citation de quelqu'un qui n'était pas du tout un révolutionnaire, ni même un grand révolté, prix Nobel de littérature, académicien, écrivain catholique, François Mauriac. Et François Mauriac, pendant cette période-là, s'est dressé contre le mensonge, contre la raison d'État. Et il a eu cette phrase que je voudrais citer. « Je doute s'il existe pour la presse un crime d'indiscrétion, mais il existe un crime de silence. Le jour du règlement de compte, nous ne serons pas accusés d'avoir parlé, mais de nous être tus. » Plus d'un demi-siècle après, nous savons tous que sur cette dernière guerre coloniale, terrible, où une république s'est égarée, où un parti de gauche s'est égaré, l'ancêtre du Parti socialiste, la SFIO, où la torture a gangréné la République jusqu'au sommet de l'État, où les exécutions capitales ont été les plus nombreuses, où des hommes politiques qui ont fait leur chemin depuis, malgré cette abomination, se sont beaucoup compromis. Je pense à François Mitterrand, qui était ministre de la Justice, garde des Sceaux. Eh bien, cette histoire illustre, au fond, le courage de ceux qui prennent comme arme, tout simplement, cette vérité de fait. Bien sûr qu'il y a l'enjeu des indépendances, l'enjeu du pluralisme dans le camp algérien, du FLN algérien. Mais il y a simplement défendre un droit, le droit des peuples à s'autodéterminer et le droit d'une partie de notre peuple à le dire. Car la colonisation, c'est aussi que ce peuple, c'est nous, et encore aujourd'hui. Car nous sommes faits de cette histoire. Qu'est-ce qui se passe le 17 octobre 61 ? Il se passe que ceux qu'on appelait les Français musulmans d'Algérie, c'était leur dénomination, sont interdits à Paris de manifestation. C'est une interdiction ethnique. C'est-à-dire que cette catégorie de la population n'a pas le droit de manifester. Ils sont dans des bidonvilles, ils font la richesse de ce pays, ils sont toujours présents avec leurs descendants pour beaucoup d'entre eux, c'est notre peuple ouvrier, c'est notre peuple travailleur, ils n'ont pas le droit de manifester. Et on les interdit de manifester à l'appel de la Fédération de France du FLN pour l'indépendance, pour arrêter cette guerre inutile. Nous sommes en 61, De Gaulle est revenu au pouvoir. On voit bien que, contrairement à la légende postérieure, il ne fait pas tout de suite la paix, il ne fait pas tout de suite l'indépendance. Et il a comme préfet de police, on le saura plus tard, il l'a choisi, un ancien collaborateur qui, Maurice Papon, était aussi compromis dans le génocide, dans la déportation des Juifs à Bordeaux pendant la Deuxième Guerre mondiale, d'un crime à l'autre, le crime de génocide, le crime colonial. Et donc, le 17 octobre 61, cette manifestation est réprimée avec une immense violence. Et cette violence va jusqu'au fait de jeter des manifestants dans la Seine. On évalue, selon des enquêtes indépendantes qui ont été très difficiles à mener, y compris des historiens ont été poursuivis pour l'avoir menée encore de nos jours, tellement le secret d'État, la raison d'État continue à travailler notre présent. On évalue à au moins une centaine de personnes ceux qui ont disparu. Et cette image, ici on noie les Algériens, est de ces réseaux qui ont sauvé l'honneur de la France. Ces réseaux qui s'appuyaient sur des maisons d'édition, sur des librairies, je pense à François Maspero, je pense à Jérôme Lindon, à toutes sortes de figures, le réseau aussi de Francis Janson, ce disciple du philosophe Jean-Paul Sartre, qui, pour beaucoup, et d'ailleurs dans les milieux de la culture, dans les milieux du cinéma, ont fait le choix de dénoncer tout cela, de s'engager pour cela, et encore une fois, de s'engager comme des Dreyfusards, comme le disait l'historien Pierre Vidal-Naquet, comme des Dreyfusards, en brandissant la vérité qui dérange,
la vérité qu'il faut regarder en face. En l'occurrence, la vérité qu'un pays qui se proclame pays des droits de l'homme, eh bien, n'en respectait pas la déclaration et était lui-même un pays qui cédait à la détestation de l'homme, car la torture, qu'est-ce que c'est d'autre que la détestation de l'humanité ? Mediapart est un journal totalement numérique ou digital selon l'usage anglo-saxon, totalement participatif, totalement indépendant. Donc c'est un journal de l'actuelle révolution industrielle, de cette presse nouvelle du XXIe siècle qui fait du réel avec du virtuel. Mais dans cette révolution industrielle, ce qui nous caractérise, c'est que tout en épousant cette modernité, nous y défendons ce que nous pensons être le meilleur de la tradition. Et je pense que cette réflexion vaut pour tous les domaines dans des moments de transition comme cela, que ce soit l'industrie, que ce soit le commerce, mais que ce soit évidemment la création artistique. Qu'est-ce que sont les vraies avant-gardes ? Non pas les avant-gardes autoproclamées qui vont dire à la place du peuple ce qui est bon pour lui, les avant-gardes qui créent des nouvelles voies. Et on l'a bien vu, si on reprend l'histoire du XXe siècle avec aussi bien Picasso que le surréalisme, que l'art moderne, ce sont ceux qui détruisent les formes anciennes, mais tout en y défendant le meilleur de la tradition, qui réinventent le collage, qui réinventent d'une autre façon de... Mais les collages de Picasso, on retrouve ceux de Ingres et on retrouve la même chose. Alors pourquoi je dis ça ? C'est parce que nous, journalistes, ceux qui ont fondé Mediapart, nous avons voulu montrer que la révolution numérique n'était pas forcément synonyme de régression, de contamination de l'information par le divertissement, d'information en continu où tout se vaut, d'absence de hiérarchisation, d'un n'importe qui démocratique qui produirait du n'importe quoi au niveau du contenu. Et nous avons voulu au contraire montrer que grâce à l'arme du numérique, l'on pouvait de manière plus directe, avec plus de confiance dans la relation avec le public, avec plus de liberté dans une stratégie du faible au fort face au pouvoir, qu'il s'agisse du pouvoir de l'argent ou du pouvoir politique qui est corrompu lui-même par l'argent trop souvent dans nos pays, eh bien que l'on pouvait justement mieux défendre la tradition, faire un meilleur journalisme, plus approfondi, plus documenté, plus durable. Et qu'est-ce que c'est pour moi la définition de ce journalisme ? C'est une très vieille espérance. En 1789, nous sommes ici à Paris, le premier maire de Paris, son nom est oublié, a eu une formule formidable. Il a dit « La publicité de la vie politique est la sauvegarde du peuple. » La publicité de la vie politique et la sauvegarde du peuple. C'était aussi le premier président du tiers-État. Cela voulait dire, le mot publicité étant entendu comme rendre public tout ce qui est d'intérêt public, cela voulait dire cette chose tout simple, mais qu'il faut encore défendre face aux tentations oligarchiques des pouvoirs, qui, au fond, font du secret une arme, font la maîtrise de qu'est-ce que nous avons le droit de savoir, une arme pour se protéger, pour faire leurs affaires entre eux, pour faire leurs combines, pour faire leurs arrangements contre nous. Cela voulait dire cette idée très simple, qui est que la démocratie, ce n'est pas le droit de vote. Bien sûr qu'il faut voter, il faut pouvoir voter, même si... il y a d'autres modes que le droit de vote, par exemple le tirage au sort pour choisir des représentants. Mais, bien sûr, il faut 50% plus 1 pour élire un représentant. Mais on peut voter et être aveugle. On peut voter et ne pas savoir. On peut voter et se tromper. On peut voter et choisir son pire ennemi, son pire malheur. On peut soutenir George W. Bush Jr. qui ment. Mensonge d'État devenu mensonge médiatique sur le 11 septembre 2001, qui n'avait aucun rapport avec l'Irak et qui ne légitimait aucune invasion de l'Irak, qui va produire la catastrophe dont nous payons le prix aujourd'hui avec les attentats, avec le surgissement de l'État islamique. Et donc,
voter, ce n'est pas une liberté s'il n'y a pas à côté, à égalité, avec plus de force même, cette autre liberté, que plutôt que le droit de savoir, plutôt que la liberté de la presse, car ça donne l'impression que ce serait une liberté d'une corporation, je préfère appeler le droit de savoir. Le droit de savoir. Nous avons le droit de savoir tout ce qui est d'intérêt public. Et ce droit de savoir nous permettra de mieux contrôler ce qui est fait en notre nom, d'être des citoyens plus libres, plus autonomes, qui agissent avec conscience. Prenons un exemple qui concerne nos pays, dans ce qu'a fait Mediapart, dans beaucoup de nos révélations, qui est aujourd'hui à l'ordre du jour de tous nos débats. Il y avait des colloques, il y avait des livres savants sur l'évasion et la fraude fiscale. Et qu'est-ce qui fait que tout d'un coup, il y a une prise de conscience qui oblige des gouvernants qui non seulement ne bougeaient pas là-dessus, mais qui pour certains l'ont organisé, je pense à M. Juncker, qui est aujourd'hui président de l'Europe, au Luxembourg, à bouger. C'est nos révélations, qui tout d'un coup mettent sous leurs yeux leur imposture. Quand nous révélons que le ministre du Budget, l'homme chargé de contrôler les impôts en France, est lui-même un fraudeur fiscal, a lui-même un compte caché en Suisse, puis ensuite à Singapour, avec l'aide des paradis fiscaux, dont le Panama, eh bien tout d'un coup, il y a un effet de vérité. Ce n'est pas possible. Et cet effet de vérité qu'on pourrait multiplier, on a montré que Mme Bettencourt payait pas d'impôts ou presque, n'était pas contrôlée, n'était pas sur l'impôt sur la fortune. On a montré que tout, au fond, qu'il y avait une imposture de ce monde-là. Et cette imposture renvoie à la place du cinéma comme récit. C'est un procureur anti-mafia qui m'a fait comprendre ça. Le dernier des grands procureurs anti-mafia, Roberto Scarpinato. Roberto Scarpinato, dans un livre qui s'appelle Il ritorno del principe, le retour du prince, quand il raconte comment ils ont démasqué, non pas la mafia dont on parle dans les faits divers, la mafia d'en bas, la mafia militaire, la mafia populaire, celle qui découpe des corps dans l'acide, celle qui fait des règlements de compte, celle qu'on voit aussi dans le cinéma, dans les grands films qui mettent ça en scène, mais la mafia d'en haut, celle qui utilise cette mafia, la mafia qui a son costume, qui a sa cravate, la mafia qui est du beau monde, la mafia qui a besoin de cette mafia militaire pour protéger son ordre, qui est un désordre, qui détruit la nature, qui détruit l'humanité, qui détruit le travail, qui est de profit, de prévarication, d'avidité. Mais ils ont un lien. Et donc ce procureur Scarpinato, c'est lui qui a permis de remonter jusqu'à certaines figures de la politique italienne, dont de la démocratie chrétienne. Et il dit, et Mediapart a fait beaucoup de révélations avec parfois des enregistrements, des documents sonores, voire des images. Et il dit, quand on sonorise un appartement et qu'on voit dans cet appartement bourgeois, la bourgeoisie qui vient, et puis le soir venant, c'est la mafia militaire qui arrive, qui vient voir ce monsieur de la haute société de Palerme, très notable, très distingué, insoupçonnable, et dit tout ce qu'on entend là est obscène. C'est obscène. Cet argent, ces masques qui tombent. Obscenum. C'est l'étymologie latine de obscène, ce qui est hors la scène. Nous, journalistes, si nous sommes fidèles à notre devoir démocratique, à notre responsabilité citoyenne, nous devons mettre sur le devant de la scène ce qui est hors la scène. Nous devons nous obliger et obliger ceux qui nous lisent, ceux qui nous regardent, à regarder cela. C'est le rapport très ancien entre la démocratie et la tragédie. Il n'y a pas de démocratie sans le fait que nous acceptions de vivre la tragédie. La tragédie, c'est aussi, on retrouve le cinéma, le récit qui va nous permettre de nous réconcilier avec nos plaies, de vivre avec elles, de les regarder en face, pas de les enfouir dans un placard, pas de les cacher, et là ça donne les fantômes, les spectres qui reviennent, qui nous hantent, de vivre avec. Donc, notre rôle d'aiguillon, notre rôle d'élément de désordre créateur, c'est celui-là. Être au rendez-vous de ce droit de savoir et montrer, prouver, mettre sur le devant ce que l'on voudrait cacher.
ce que Albert Londres, qui fut une figure du reportage en France dans l'entre-deux-guerres, avait résumé contre le parti colonial. C'est quand il faisait des révélations sur le travail forcé en Afrique occidentale française. Ça s'appelle Terre d'ébène, ça a donné lieu à un livre. Tout le parti colonial lui tombe dessus. Et lui, pareil, il n'était pas un révolté, mais il disait, écoutez, nous, on a des principes, et là, on ne les respecte pas. Donc ces peuples vont se retourner contre nous. C'est normal. Et il disait, écoutez, notre métier n'est pas de faire plaisir, non plus de faire du tort, il est de porter la plume dans la plaie.